Donc, bonjour et bienvenue. Welcome to all. Je suis Laure Galipeau du Collège Dawson et je suis très honorée et très heureuse de recevoir Anne-Marie Duval avec nous aujourd'hui. I am Laure Galipeau, sorry about that. I'm very honored to welcome Anne-Marie Duval today. Anne-Marie Duval va partager avec nous son expertise en tant que conseillère pédagogique du Cégep de Sainte-Foy dans le cadre d'un atelier où on va pouvoir bénéficier justement de la mise en pratique. So we are going to benefit from the expertise of Anne-Marie Duval in this workshop. Je vais laisser la parole à Anne-Marie. Thank you for taking the floor and giving us this workshop. Merci. Alors, merci Laure. Donc, on est en petit effectif, mais ça permet aussi, l'avantage, c'est que ça permet les échanges plus informels. Donc, je vous invite, dès que vous avez une question, un commentaire, on va y aller plus librement. Donc, vous avez simplement à ouvrir votre micro, puis à m'interpeller. On va y aller plus simplement. C'est ce que ça permet d'être en plus petit effectif. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran avec ma petite présentation. Alors, comme ça ici, vous devriez la voir. C'est bon? Alors, je me présente, oui, Anne-Marie Duval, conseillère pédagogique. C'est vraiment, avant d'être conseillère pédagogique pendant une dizaine d'années, j'ai été professeure. Donc, j'enseignais la littérature, le français, au collégial pendant 17 ans. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment issu de ma pratique de professeur et de conseillère pédagogique. Moi, je ne suis pas issue du milieu de l'intervention, de tout le soutien aux étudiants, le soutien spécialisé. Moi, je suis vraiment, je viens de la classe, entre guillemets, mais ma réflexion théorique s'est enrichie avec les années. Mais donc, ce que je vous propose bien modestement aujourd'hui vient de ce milieu-là. Et quand j'ai lu le programme du symposium, il y avait toutes sortes de questions. Hein. On fait un bilan des 10 années de la pédagogie inclusive. Il y a plein de choses qui ont été faites. Il y avait plein de questions pertinentes. Et une des questions qui m'a interpellée, qui m'a donné l'envie de participer, c'est est-ce qu'il y a des obstacles? Il y avait plein d'autres bonnes questions, là, mais entre autres, est-ce qu'il y a des obstacles au fait que la pédagogie inclusive soit davantage répandue ou soit davantage que les gens se l'approprient davantage? Est-ce qu'il y a des angles morts qu'on n'a pas encore explorés? Et je vous dirais que l'angle mort, en quelque sorte, ou l'obstacle que je veux explorer avec vous, c'est vraiment la place qu'on fait aux professeurs. Donc, de façon générale, je vous parle un petit peu de la perspective du professeur et des leviers pédagogiques qui sont ceux du professeur. Et il y aura une petite activité pratique, là, on l'adaptera un petit peu, mais qui sera vraiment quelque chose de très, très concret. Donc, de façon générale, la recherche des 20 dernières années, et en particulier des 10 dernières années, surtout les besoins particuliers des étudiants, c'est exponentiel. Il y a vraiment plein de choses qui se développent, plein de choses qui se précisent. C'est en évolution, c'est extrêmement riche, mais il y a quand même des défis à ce que les résultats de la recherche atterrissent sur le terrain. Hein. Ce n'est pas si évident, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'inclusion, la pédagogie inclusive. Je dirais que toute la recherche universitaire, avant qu'elle arrive sur le terrain, donc il y a toute une réflexion à y avoir. Et c'est un peu là-dedans que je me situe. Donc, je ne vous apprends rien probablement là, sur les besoins particuliers des étudiants. Tout ce qui est nos étudiants qui vivent de l'anxiété, de l'isolement social, des problèmes d'attention, où est-ce qu'ils ont besoin de faire des apprentissages actifs, d'être soutenus dans leur stratégie d'apprentissage, d'avoir des moyens d'expression variés, d'être soutenus dans la stratégie d'organisation, et ça, peu importe les diagnostics que nos étudiants peuvent avoir, et l'idée qu'on veut que chaque étudiant puisse développer son plein potentiel. Et ma petite flèche bleue, c'est notre mécanisme pour faire atterrir ça sur le terrain, c'est-à-dire
ce sont les professeurs dans leur contexte d'enseignement qui doivent porter les résultats de la recherche. Et plus la recherche s'enrichit, là je l'illustre par une flèche qui augmente, plus il y a beaucoup de choses à faire atterrir sur le terrain. Et parfois, c'est difficile de le vulgariser, c'est difficile de le partager et c'est difficile parfois de mobiliser. Ça peut paraître lourd, ça peut paraître gros. Donc, et souvent, les gens qui sont dans... Puis là, je généralise, là, il y a plein de nuances à apporter, là, c'est juste pour aller vite, mais ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui travaillent sur la recherche que ceux qui sont dans l'enseignement. Donc, parfois, on a des gens différents et puis faire passer de l'un à l'autre, c'est un défi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette perspective aujourd'hui, la perspective du professeur, ce précieux allié. Donc, j'ai envie aujourd'hui qu'on le voit comme cet allié essentiel. On veut que nos étudiants soient mieux intégrés, mieux soutenus. Il faut en faire un allié et non pas le voir comme celui qui résiste, celui qui ne veut pas, celui qui empêche, mais vraiment celui qui peut nous aider. Donc, la perspective du professeur, si le professeur enseigne, qu'est-ce qu'il souhaite, lui, dans sa classe? C'est très simple, hein? Besoin pour un enseignement satisfaisant. Là, on a vu les besoins des étudiants pour qu'un étudiant soit heureux à l'école et qu'il réussisse bien, que ça fonctionne. On a vu certaines choses qu'on doit prendre en considération, mais un professeur pour un enseignement satisfaisant, ben, on veut qu'il y ait un climat de classe adéquat, on veut que les étudiants participent, on veut qu'ils soient autonomes, qu'ils soient responsables, on veut que les apprentissages soient en profondeur. Hein? Les profs, ils travaillent fort pour monter des activités pédagogiques. Et quand ça ne marche pas, que les apprentissages ne sont pas au rendez-vous, ce n'est pas heureux. Donc, et aussi que ce soit efficient, c'est-à-dire que ça respecte la charge d'enseignement, que ça respecte son rôle. Ça là, c'est un bon menu pour qu'un prof soit satisfait. Puis si on lit un peu entre les lignes, on est capable un peu de faire la correspondance entre les besoins d'étudiants puis ceux des profs. Je vais y revenir. Donc, il y a ces besoins-là, puis parfois, ben, ce n'est pas toujours évident d'arriver à ça. Il y a des défis. Hein? Il y a des défis courants qui sont vécus en classe. Donc, on prend une minute pour se mettre dans ces souliers-là. Souvent, ce que je vois, la plupart du temps, ce sont des profs très volontaires qui veulent aider les étudiants. Des profs, ça a un profil aidant et de nature, mais parfois, c'est le sentiment de compétence. Ils ne se sentent pas outillés pour la tâche, ça a l'air gros pour eux. Vous savez, j'ai marqué expertise disciplinaire. Moi, j'ai des profs qui me disent, moi, j'ai été engagée parce que j'ai un baccalauréat en histoire de l'art ou j'ai un baccalauréat en mathématiques. Je n'ai pas de baccalauréat en pédagogie et je ne connais rien aux étudiants à besoins particuliers. Ils se sentent parfois fragiles, impuissants et un peu un sentiment de compétence. Ça génère de l'anxiété. Hein? Il y a des défis de gestion de classe. Souvent, moi, je travaille très étroitement avec les gens des services adaptés de mon collège. Il y a des profs que le premier réflexe, c'est toujours de prendre le téléphone et de dire, ben, faites quelque chose. Cet étudiant-là, c'est votre étudiant, faites quelque chose. Donc, c'est pour ça la suppléance par les intervenants, parfois le professeur, il ne sait pas quoi faire, puis il va lancer la balle tout de suite aux intervenants. Je dis toujours, à un moment ou à un autre, un prof est à besoin particulier, il est fragile. C'est quelque chose d'enseigner devant une classe, des fois de 40. Donc, c'est des choses qui sont vécues, puis le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants à besoins particuliers, ça peut générer ça. Le soutien soutenu aux étudiants, l'épuisement, je vois beaucoup de profs qui veulent beaucoup. Je dirais même parfois qu'ils veulent trop, qu'ils veulent tellement en faire. C'est le soir, c'est les fins de semaine, puis ils viennent me voir, puis encore et encore, on voit de l'épuisement. Et les profs qui s'épuisent, ben, les collègues voient ça aussi. Donc, ça n'a pas nécessairement... parfois, il y en a qui associent étudiants à besoins particuliers à épuisement, mais il faut bien définir le rôle pour dire, ben moi, mon rôle pédagogique, c'est ça. Puis après, il y a des experts, il y a des intervenants autour qui sont là pour m'épauler. Mais ce n'est pas toujours si évident. La surcharge perçue ou réelle, moi, il y a des profs qui me disaient, je le disais mardi dans mon atelier, est-ce qu'il y a des profs qui me disent, moi, je trouve qu'on en demande beaucoup aux profs. Puis je dis toujours, oui, c'est vrai. Pas pour en rajouter, mais c'est vrai. La gestion des accommodements, envoyer des examens spécialisés aux salles d'examen, puis
le module d'examen, adapter mes stratégies pédagogiques, est-ce que je vais devoir personnaliser à chacun de mes étudiants, j'en ai 150, 160, j'y arriverai pas. Donc, il y a une surcharge perçue, mais qui est parfois réelle aussi, là. Bon, on voit, peut-être parce que nous, on travaille là-dedans, on voit qu'il y a des façons de diminuer cette surcharge-là, mais il y en a un peu quand même, il faut se le dire. Et il y a aussi les défis, les craintes de dévier des objectifs ministériels. Hein. Parfois, il y a un peu d'incompréhension, de résistance. Moi, je vais être obligée de niveler par le bas. Moi, j'ai des objectifs à atteindre. Je ne sais pas trop comment y arriver en soutenant les étudiants, mais en maintenant mes cibles d'apprentissage et mes devis de cours. Donc, c'est quelques exemples, mais généralement, quand je présente ça aux professeurs, ils se reconnaissent. Ils disent « Oui, c'est vrai, c'est moi ». Donc, la question qu'on se pose, c'est comment je peux les mobiliser, les soutenir et les outiller. Donc, une des premières questions à laquelle on va répondre aujourd'hui, on va essayer de commencer à répondre, soyons modestes. Est-ce qu'on peut concilier les besoins des professeurs et ceux des étudiants pour favoriser la mobilisation et s'assurer que les profs qu'il y ait une certaine adhésion et que ce soit réaliste pour eux? Est-ce qu'on peut chercher à soutenir au lieu de convaincre? Des fois, j'entends beaucoup, là, je m'inclus, là, nous les convaincus, entre guillemets, on veut convaincre. Et on a un petit peu le « il faut » parfois fréquent. Hein? Il faut faire ci, il faudrait faire ça. C'est comme si on arrive un peu avec notre liste d'épicerie de « voici ce que vous devez faire, vous les profs ». Dans les stratégies de mobilisation des gens, ça ne marche pas beaucoup, ça, généralement. Des fois, c'est perçu comme étant intrusif. Alors, de prendre l'angle inverse puis de dire comment je peux vous soutenir, qu'est-ce qui est difficile, puis comment je peux vous soutenir. Et notre question principale aujourd'hui, c'est, je l'ai appelé le carré de sable, hein, c'est le carré de notre fonction, la fonction de professeur. Est-ce que c'est bien délimité? Est-ce que les leviers pédagogiques disponibles sont bien connus de tous? Je vous disais tantôt que les profs étaient engagés pour leur expertise disciplinaire. Ce qui est sous-entendu, c'est que les leviers pédagogiques ne sont pas toujours bien connus de tous. Je fais un petit détour vite, là. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là mardi. J'ai présenté mon petit schéma, mais je le dis très rapidement. Justement, ce carré de sable du prof, c'est ce lieu où est-ce qu'on délimite les fonctions du professeur. Bien, dans un collège, il y a grosso modo, là, il y a plus que ça, mais deux types d'approches. Il y a toutes les approches d'intervention sociale, de relations d'aide, d'expertise disciplinaire chez les conseillers en services adaptés, éducateurs spécialisés, conseillers d'orientation, où est-ce qu'il y a du soutien individuel en dehors de la classe qui est offert aux étudiants de façon spécialisée, sur tous les aspects de la personne, en soutien au métier d'étudiant. Et il y a toutes les approches pédagogiques. Donc, mon carré bleu, c'est mon prof. Hein, où est-ce que lui est en relation pédagogique? Lui est en relation, mais il doit évoluer, il doit faire développer des compétences et il intervient auprès d'un groupe. Donc, c'est la grosse différence, intervenir auprès d'un groupe, intervenir en individuel. Ça ne demande pas les mêmes habiletés, ce n'est pas la même expertise. Donc, et parfois, les profs ont l'impression qu'il faut qu'ils deviennent des intervenants. Alors que moi, ce que je leur dis, et c'est le propos d'aujourd'hui, non, si on va plutôt, notre carré bleu, on va essayer de mieux l'explorer, de mieux le connaître et travaillons de pair avec nos collègues intervenants qui pourront nous épauler sur d'autres aspects. Il faut faire attention, il y a des profs dans le carré bleu qui veulent demander, j'allais dire au carré rouge, c'est une expression un peu connotée, aux gens de l'approche de relation d'aide, de dire « dis-moi ce qu'il faut que je fasse dans ma classe ». Et là, c'est pas toujours possible de faire ça parce que le prof, il intervient auprès d'un groupe, il développe d'autres types d'expertise. Donc, c'est comme si chacun doit bien développer son expertise pour que ça fonctionne. Mon exemple d'outil de résolution de problème, l'objet d'aujourd'hui va être vraiment dans mon carré bleu. Puis, puisqu'on est peu nombreux, je me permets de vous montrer, je le rendrai disponible. Non, là, on dirait que je l'ai effacé. Mais je vais vous le faire parvenir. Je m'essaye une seconde à voir si je suis capable. Oui, je vais être capable de vous le montrer. J'ai schématisé également une autre, de façon complémentaire, là, distinction entre accommodement et pédagogie inclusive, comment s'y retrouver en un coup d'œil.
Parce que souvent, on confond un peu l'intégration, l'inclusion, toute la question des accommodements qui se font hors classe, qui sont prescriptifs, qui sont déterminés par des professionnels à partir d'un diagnostic médical, par exemple, et qui sont gérés un petit peu, le prof collabore, mais ils sont gérés un petit peu en dehors de la classe, alors que la pédagogie inclusive, ce n'est pas une réponse individuelle, mais c'est une réponse collective aux besoins. Les stratégies sont déterminées par le professeur, les stratégies sont choisies par le professeur, ça se déploie à géométrie variable en fonction de ce qui se passe dans la classe. Et donc, tout ce qui touche la pédagogie inclusive, c'est j'allais dire facultatif, là, c'est de l'ordre du choix et de l'autonomie professionnelle du professeur, alors ce qui n'est pas le cas de la question des accommodements, qui est prescriptif par la loi. Les étudiants doivent être accommodés. Donc, nous, si on veut que des professeurs aient envie de choisir eux-mêmes des stratégies pédagogiques inclusives, il faut qu'ils aient vraiment envie. Donc, la question qu'on peut se poser, comment un prof peut avoir envie, avec tous les défis qu'il a, de s'approprier une nouvelle façon de faire, de réfléchir, ma réponse à moi, là, il y en a probablement d'autres, en fait, il y en a sûrement plein d'autres, mais c'est d'être à l'écoute des besoins puis de partir des préoccupations de ce que les profs vont nous dire pour y arriver. Donc, je ne m'étends pas plus là-dessus, je reviens à ma petite présentation. Et donc, si on se pose la question, quels sont les outils du professeur? Est-ce qu'il les connaît bien, ces outils pédagogiques, ces leviers pédagogiques? Parce que n'importe quel prof, puis je m'inclus là-dedans, souvent on trouve quelques façons de faire qui nous conviennent à notre personnalité, qui conviennent à notre type de cours, puis on est toujours dans les mêmes outils. Et quand on arrive avec des défis différents, avec des étudiants avec des besoins différents, puis qu'on fait toujours les mêmes stratégies, à un moment donné, puis que ça ne fonctionne pas, là, il faut essayer peut-être d'élargir l'éventail et de dire, si ces stratégies ne fonctionnent pas, est-ce qu'il en existe d'autres? Et donc, c'est ce que j'ai appelé mon petit outil de résolution de problème. Et on va s'y attarder quelques minutes. Je vais le mettre en plein écran, ça va être plus lisible. Puis, je vais vous l'envoyer le lien. Là. Vous pourrez, si on a le temps tantôt, on pourra travailler dedans. Donc, c'est une roue de résolution de problèmes. Ce qui est au cœur, c'est les besoins de l'étudiant identifiés. Est-ce que dans ma classe, dans mon groupe, j'identifie des étudiants qui ont des difficultés attentionnelles? C'est distrait. Et là, on s'entend, je ne parle pas juste des étudiants qui ont un diagnostic. Dans ma classe, j'ai des étudiants qui ont des TDAH, mais j'ai des étudiants, par exemple, qui ont des difficultés personnelles, qui ont des problèmes de sommeil, qui arrivent en classe qui sont peu concentrés, des parents aux études avec des enfants en bas âge qui font en sorte que leur situation personnelle fait en sorte qu'ils arrivent à l'école, ils ne sont pas attentifs. Il y a plein de raisons qui font que quelqu'un ne peut pas être attentif. Puis le prof qui est en avant, des fois, il n'y a pas toujours toutes les clés. Lorsqu'il enseigne, il doit détecter les difficultés. Donc, est-ce que c'est des problèmes d'organisation? On voit que l'étudiant a des difficultés de s'organiser dans mon cours. Est-ce que c'est de l'anxiété qui est manifestée? Est-ce qu'il y a des besoins en lien avec la motivation, les compétences langagières dans les relations sociales? Donc, j'identifie un besoin. Moi, ce que je suggère toujours, c'est d'essayer d'éviter d'enseigner pour tous mes cours, dans toutes les plages horaires, dans toutes les sessions, dans chaque activité, en me disant qu'il faut toujours que je sois inclusif sur tout. Ça devient très lourd, ça devient difficile, puis c'est comme si ça dilue un petit peu. Donc, moi, je dis toujours, on choisit un contexte où est-ce que certains besoins émergent. Et là, mes 6 ronds de couleurs, qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, ce sont les leviers pédagogiques que le professeur a entre les mains. Je vais le passer rapidement, mais juste pour vous donner une idée. Le premier levier, généralement, ce n'est pas le premier auquel on pense. C'est le plus difficile, c'est pour ça que je fais exprès, je le mets en premier. Alors, les petits i, vous pourrez aller survoler dessus. C'est appropriation des objets d'apprentissage à faire développer aux étudiants. Avant même de commencer un cours, j'ai des devis ministériels, j'ai des contenus, des habiletés, des compétences, et je dois réfléchir à déterminer le bon niveau d'exigence des activités au regard des compétences. Si j'ai une compétence qui demande de nommer, identifier,
ou si j'ai une compétence qui demande d'analyser et de critiquer, c'est des compétences de niveau d'exigence très différents. Et si je ne suis pas sur la bonne cible, j'ai des étudiants qui n'étaient pas nécessairement en situation difficile, qui deviennent à besoin particulier parce que je n'ai pas la bonne cible. Alors, si je clique sur mon petit avion, alors, tenir compte de ce volet favorise l'inclusion parce que, bon, ben, les besoins des étudiants se manifestent au regard d'une cible attendue, ça permet un certain nombre de choses, puis vous pourrez le regarder et j'ai mis des exemples, hein, déterminer le niveau d'exigence attendu dans une activité ou un exemple de travail, dans l'évaluation finale, par exemple. Allons voir le dernier, situer l'activité, le cours sur une carte conceptuelle des apprentissages du cours pour dire, regardez, ce qu'on est en train de faire, c'est tel apprentissage, qui est préalable à tel autre au prochain cours. Donc, voici pourquoi c'est important. Donc, amener le sens, faire visualiser aux étudiants où est-ce qu'ils doivent se situer et moi-même, par exemple, travailler à bien graduer les apprentissages. Si j'amène des apprentissages trop difficiles qui n'ont pas été préparés ou j'ai vu à l'inverse trop facile des ateliers ou des activités trop faciles, bien, mes étudiants qui ont des difficultés attentionnelles, ça décroche, problème de motivation, problème de gestion de classe. Donc, il faut que je sois vraiment sur ma cible et que je sois capable de l'expliquer aux étudiants. Donc, ça, c'est un outil souvent qui est, on le met de côté et on dit, ah, bien, ça va de soi. Et ça ne va pas de soi nécessairement. Puis le niveau d'exigence attendu, parfois, ça demande la concertation entre des collègues qui donnent un même cours, par exemple. Est-ce qu'on a la même conception de ce qui est attendu au terme du cours? Bon, les autres sont plus faciles. Les stratégies d'apprentissage, c'est les actions utilisées par les étudiants pour faire les apprentissages visés. Et quand je tiens compte, quand j'enseigne les stratégies d'apprentissage, des fois, j'entends des profs dire « Ah, c'est épouvantable, les étudiants ne savent pas lire. » Est-ce qu'on leur a montré? Est-ce qu'on a montré des stratégies de lecture? Et là, vous aurez quelques exemples ici, des stratégies d'organisation d'information, justement, quelles sont les stratégies de lecture. Pratiquer une procédure, par exemple, est-ce que je montre aux étudiants comment pratiquer la procédure, etc. Donc là, c'est un des leviers, c'est de montrer aux étudiants comment apprendre. Lorsqu'on parle des outils du professeur, généralement, tout le monde pense à celui-là. Hein? C'est les méthodes d'enseignement. Là, je ne vais pas aller le voir parce que c'est un peu plus évident, là, les méthodes d'enseignement. Est-ce que je vais faire un cours magistral? Est-ce que je vais faire de la classe inversée? Est-ce que je vais faire un projet? Etc. Ça, c'est un des moyens. Puis, généralement, les profs sont très créatifs et souvent très bons. Donc, je saute. Conception et mise en œuvre de modalités d'évaluation. C'est un levier. La tâche d'enseignant, la question de l'évaluation, elle est super importante et je peux travailler ma façon dont les évaluations vont être faites. Hein, des consignes claires dont le niveau est gradué au cours de la session, ça permet de guider l'étudiant, de le sécuriser, de soutenir sa motivation, son sentiment de compétence, etc. C'est vraiment super important. Et là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Des évaluations formatives qui suscitent l'autoréflexion. Par exemple, faire une activité avec la grille de correction, hein, la grille d'évaluation, une activité formative où les étudiants ont, par exemple, à évaluer quelque chose de façon formative avec la grille. C'est très rassurant pour les étudiants, ça permet d'approfondir les apprentissages. Bon, évidemment, la variété des formats d'évaluation, la difficulté progressive des évaluations, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de leviers où je peux bien répondre aux besoins de mes étudiants. J'achève mon petit tour de roue. Maintenant, l'encadrement. L'encadrement, c'est vraiment au métier d'étudiant, hein, proposer des outils qui facilitent le développement de l'autonomie. Nos étudiants à besoins particuliers, souvent, sont moins autonomes. Donc, si je les outille pour la gestion du temps, la gestion du stress, faire un suivi des difficultés, est-ce que je propose des modalités pour que l'étudiant soit bien outillé, soit sécurisé? Je vous donne quelques exemples. Bon, des techniques d'études, donner un échéancier de travail, des modalités variées de suivi. Est-ce que je fais du suivi en équipe, en individuel, en ligne, hors classe, pour rejoindre mes étudiants plus effacés qui n'osent pas trop? Est-ce que je donne des listes de vérification pour les travaux à réaliser? Est-ce qu'il y a des outils de travail collaboratifs, etc., etc.? Donc, je ne dois pas juste enseigner le contenu des 3 lois de Newton si je suis un prof de physique, mais je dois encadrer tout ça. Et le dernier levier
pédagogique que j'ai entre les mains, mais c'est ma prestation de cours. Si j'ai fait un 2, 3, 4, 5 super bien, mais que mon cours est pas, ça ne lève pas, qu'il n'y a pas un climat de classe propice, qu'il n'y a pas de lien de confiance, que je n'ai pas prévu des séquences d'apprentissage à la durée et au rythme varié, bien évidemment, ça ne marchera pas. Donc, vous avez aussi d'autres exemples, bon, les règles de participation en classe, les rythmes, à maintenir les étudiants actifs cognitivement. Vous pourrez aller l'explorer. Mais c'est comme, de façon générale, là, des fois, je donne des formations un peu plus longues, là, 3 heures ou une journée, et on fait un exercice réflectif sur moi comme professeur. Généralement, mes 2 préférés, c'est quoi? Hein? Moi, souvent, c'est mes stratégies pédagogiques, puis je suis super bonne dans les modalités d'évaluation. Mais j'avoue que quand j'ai des difficultés comme prof, je ne vais pas nécessairement du côté de l'encadrement des apprentissages et encore moins du côté, mettons, de l'appropriation des objets d'apprentissage. Donc, ça fait prendre conscience que comme prof, quand j'ai des défis, ben, peut-être que je peux aller explorer mes autres leviers. Donc, c'était, sans faire de jeu de mots, un petit tour de roue rapide, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Donc, je regarde mon temps. Je crois que ça va. Je vais arrêter une seconde le partage d'écran. Dans le fond, on a Madame Jolicoeur qui est avec nous, c'est ça? Exactement. Exactement. Mais oui. n'oublions pas, c'est enregistré, donc plein d'autres personnes pourront en bénéficier. Parfait. Bien, moi, ce que je vous propose, c'est, dans le fond, on arriverait à la partie plus pratique, mais j'ai quand même une introduction à la partie plus pratique. Puis, je vous la présente. Donc, on a vu ma petite roue de résolution de problèmes qui va nous être utile. Puis, je vous introduis un petit peu bon, c'est des études de cas que j'ai à travailler avec vous, mais on peut avoir en tête que ce type d'exemple-là, d'exercice-là, d'études de cas peut être fait soit pour nous-mêmes dans nos propres cours ou si on accompagne des équipes, par exemple. C'est le genre de choses qui peut être fait en équipe. Qu'est-ce qui, dans mon équipe programme, dans mon équipe de cours, qu'est-ce qui est vraiment un défi? Quel type, par exemple, de situations reviennent souvent qui posent des défis et on peut travailler ensemble à résoudre ces problèmes-là et à trouver des stratégies avec l'outil que je vous propose. Donc, je vous présente un petit peu l'exercice. Je repartage mon écran. Alors, l'activité pratique, je vous la mets un petit peu en contexte. Il y a des éléments que j'ai dit tout à l'heure, mais alors, on a vu les outils de notre prof. On a vu que le prof ne connaissait pas l'ensemble de tous les leviers ou ne les utilisait pas de façon égale, mais on n'oublie pas que notre destinataire ultime, c'est nos étudiants à besoins particuliers, nos étudiants en situation de handicap. Et qu'on veut mobiliser les profs, on veut qu'ils se sentent interpellés, on veut qu'ils se sentent écoutés puis qu'ils se sentent outillés. Donc, comment je peux faire les 2 à la fois? Donc, un petit résumé ici. Donc, j'ai c'est souvent les plus courants, besoins particuliers des étudiants, attention, organisation, anxiété, intégration sociale. Puis là, bien, dépendant des diagnostics des étudiants, bien, il y en a qui ont certains besoins plutôt que d'autres. Puis ceux qui n'ont pas de diagnostic peuvent de temps en temps manquer d'attention, peuvent de temps en temps éprouver de l'anxiété. Donc, quand on parle d'inclusion, ben, j'enseigne à un groupe, à un ensemble d'individus avec des variabilités. Et le prof, il y a un radar. Hein? Quand on enseigne, on a un radar. On est toujours en train de dire, bon, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais pas assez vite? Est-ce que ça convient? Et on détecte les besoins des étudiants pour intervenir. Bon, de l'autre côté, on a besoin des profs dont on a parlé tantôt. Mais là, j'attire votre attention sur cette flèche du milieu, le contexte pédagogique. C'est-à-dire que le contexte pédagogique, il varie. Dans les moments clés de la session, dans ma première semaine de cours, il y a certains besoins qui se manifestent. On peut imaginer qu'à l'automne, après 14-15 mois de pandémie, les étudiants, par exemple, qui arrivent au collégial et qui ont eu un secondaire parfois, j'allais dire disparate, là. J'ai un fils qui est en secondaire 5 et qui a eu, mon Dieu, 2 années à défi.
Je pense à ces professeurs qui vont l'accueillir au collégial. Donc, si c'est au début de la session ou si c'est à la relâche ou si c'est à la fin de session ou si c'est en première session, hein, des étudiants qui arrivent, qui ne sont pas habitués au collégial ou si c'est des étudiants de deuxième année assez rodés ou des étudiants, j'en ai vu dans certains programmes techniques, dernière session des finissants où il y a une baisse de motivation, par exemple, chez des étudiants qui se sentent un petit peu au-dessus de leurs affaires. Il y a des cohortes aussi particulières, il y a des cohortes plus fragiles à certains besoins qui émergent. Est-ce que c'est en laboratoire, c'est en stage? Donc, les besoins, lorsqu'on parle d'étudiants en situation de handicap, bien, la situation varie. Donc, mon contexte pédagogique peut faire en sorte que l'étudiant ait plus à besoin ou moins à besoin. Donc, les choix que je vais faire, les choix pédagogiques que je vais faire doivent tenir compte de ce contexte-là et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, l'exercice que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est de partir des observations dans la classe. Là, je vous donne un exemple. Alors, moi, j'observe, j'enseigne, donc j'observe constamment plein de choses. Par exemple, j'ai un étudiant qui se mélange peu aux autres, qui n'a pas l'air de toujours bien suivre, qui ne vient pas voir le prof pour avoir de l'aide et il semble vouloir quand même bien faire, mais il est un peu nerveux. Moi, j'ai observé ça, puis maintenant, je n'ai pas son profil. Mon contexte pédagogique, ben, c'est première session, il y a un travail d'équipe, semaine 8, mais c'est le premier travail. Je trouve que j'ai des problèmes de gestion de classe, ce n'est pas si facile. Puis dans ce travail-là, les résultats sont souvent médiocres. Moi, c'est ce que j'observe de mon contexte. Et là, besoin particulier des étudiants, ben moi, je trouve que l'étudiant que j'ai décrit, difficulté d'intégration sociale, probablement gestion du stress, peu outillé pour travail d'équipe, mais j'ai observé aussi chez un ensemble d'étudiants des besoins en lien avec le travail d'équipe, des besoins, par exemple, méthodologiques. Et moi, mes besoins, moi, là, dans ma classe, le fonctionnement en équipe, c'est une priorité. Moi, gérer des conflits, mettons, comme prof, je déteste ça. Et je veux que ce soit équitable pour tous. Je ne veux pas qu'il y ait d'inéquité. Les étudiants ont peur de ça. Et bon, pour les compétences. Maintenant, là, j'ai fait mon observation de ma situation, de mon contexte pédagogique. Je ne peux pas tout traiter en même temps. Je n'y arriverai pas. Ça va être trop lourd. Alors, je fais des choix. Par exemple, je peux décider que l'intégration sociale de cet étudiant-là, pour moi, c'est primordial. C'est une valeur. Puis, je vais le prioriser. Puis, l'outil pour le travail d'équipe aussi. Puis, je me rends compte que si j'aide cet étudiant-là pour le travail d'équipe, bien, ça va en aider d'autres. Et moi, ma priorité, c'est vraiment l'absence de conflit. Donc, je sélectionne des besoins que je juge prioritaires pour ne pas tout traiter en même temps parce que ce serait vraiment trop. Donc, mes choix prioritaires, c'est ce que je viens de vous dire, fonctionnement harmonieux et être outillé pour le travail d'équipe. Et je vais donc sélectionner des stratégies pédagogiques inclusives qui vont permettre de répondre à ça. Et pour chercher, pour trouver des idées, bien, je peux aller dans ma roue de résolution de problèmes que j'ai vu tantôt. Je peux aller fouiller dans les petits exemples qui sont suggérés. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr. On peut en ajouter, mais ça donne des idées pour nous partir souvent de dire, ben moi, je vais travailler sur ces besoins-là et je vais essayer de trouver des stratégies pédagogiques qui fonctionnent. Alors, prenons notre exemple de tantôt, notre étudiant un petit peu fragile. Et là, et c'est l'exercice qui va nous être demandé avec l'étude de cas. Par exemple, mon premier levier sur les objets d'apprentissage, bien, par exemple, je pourrais peut-être revoir dans ma classe la progression des apprentissages et évaluer le niveau d'exigence du travail d'équipe à réaliser. Si le travail d'équipe est trop exigeant, j'augmente l'anxiété des personnes du groupe et j'augmente aussi la possibilité qu'il y ait des conflits. Donc, est-ce que mon travail d'équipe arrive au bon moment de la session ou est-ce que je l'ai bien préparé par des activités formatives avant? Deuxième levée, je peux décider de passer par les stratégies d'apprentissage. Est-ce que je leur ai enseigné des stratégies de travail d'équipe, de planifier, de se déterminer des rôles, d'animer, etc.? Ça peut permettre de faire diminuer l'anxiété et d'intégrer vraiment tout le monde. Si chacun a un rôle, mon étudiant qui est un peu plus à part, puis que je lui trouve un rôle qui lui convient, il va trouver sa place et je risque d'avoir moins de conflits. Mon troisième levier pédagogique, c'est nos fameuses stratégies pédagogiques. Ici, j'ai décidé dans ce cas-là d'ajouter une production intermédiaire pendant l'élaboration du travail pour offrir de la rétroaction à l'équipe. Donc, dans le milieu, je leur demande de produire une réflexion, mettons, sur leur travail d'équipe. Et moi, ça me permet de les suivre. Et donc, s'il y a des conflits ou s'il y a des choses qui ne sont pas comprises ou s'il y a un étudiant qui est mal intégré, je vais pouvoir interagir. Donc, moi, dans ma stratégie d'équipe, j'ai décidé, mettons, ça c'est un exemple, c'est tous des exemples, là, ça peut vraiment être autre chose. Autre levier pédagogique, mes modalités d'évaluation, mais je peux revoir ma grille d'évaluation, par exemple, pour intégrer un critère d'évaluation individuelle. Souvent, ça
ça fait baisser un peu le stress des gens de l'équipe. S'il y en a un qui dit « Oh, lui, il va mal travailler, puis ça ne sera pas drôle. » Mais là, s'il y a des critères individuels, ça fait baisser un petit peu l'anxiété du groupe. Et aussi, grille critériée pour lever les ambiguïtés sur les attentes. Est-ce que mes attentes sont vraiment bien signifiées? Des fois, il y a une mauvaise compréhension dans l'équipe. Hein, il y a des étudiants très performants, anxieux, qui ont peur que les autres fassent mal ça. Mais si on a une grille critériée avec des attentes très bien définies et très claires, généralement, ça peut aider aussi. Autre levier d'encadrement, mes modalités de suivi des équipes. Je peux faire de l'informel en circulant d'une équipe à l'autre ou formel, je prépare des questions quand je les rencontre. Je peux envoyer un questionnaire formatif d'auto-évaluation, etc. Donc, je peux m'assurer qu'il y a de l'encadrement qui est fait. Donc, mon étudiant est un petit peu moins intégré, je peux m'assurer que je le suis, puis que je suis également l'équipe. Mais il faut que je le prévoie. Si tout ça, je pense que ça va arriver spontanément, ça n'arrivera pas, puis il faut le planifier. Et finalement, dans ma prestation de cours, au cours 1, moi, je vais expliquer la valeur et les savoir-être attendus. Moi, dans ma classe, par exemple, c'est la bienveillance. Et je vais expliciter, je vais donner des exemples d'attitudes bienveillantes dans le travail d'équipe. Et je vais même donner des contre-exemples. Si vous faites ceci, je considère que ce n'est pas une attitude bienveillante. Une attitude bienveillante, c'est questionner l'autre, l'intégrer si vous voyez qu'il est plus gêné, etc. Puis je peux même donner des exemples de collaboration et de bienveillance observée. Au dernier cours, je félicite Marjorie parce que je l'ai vue être très attentive, questionner, aller aider quelqu'un. Donc, moi, dans ma prestation de cours, je me réserve un moment pour expliciter mes attentes. Bon, je voulais illustrer mes leviers pédagogiques avec un exemple parce que c'est un peu la façon que je vous propose de travailler. Si j'avais juste dit, pour un étudiant un peu isolé dans le travail d'équipe, qu'est-ce qu'on fait? Bon, probablement qu'on aurait pensé aux stratégies d'apprentissage, on aurait pensé aux modalités d'évaluation, mais on n'aurait peut-être pas pensé aux autres leviers. Donc, prendre un temps de s'asseoir et de dire, dans l'ensemble de tous mes leviers, est-ce que j'ai vraiment tout essayé? Est-ce qu'il y a des choses que j'utilise moins, que je fais moins là-dedans? Donc, c'est l'exercice pratique que je vous propose. C'est donc l'objectif, c'est d'élargir justement les possibilités d'action à partir d'une étude de cas. Je vais départager une seconde mon écran. Excusez-moi. Ici, comme ça. Voilà. Et ce que je pourrais faire, c'est vous présenter l'espèce de petit canevas avec les exemples d'études de cas, puis comment on pourrait y répondre. Puis on verra si on le fait ou si on passe à la conclusion. Mais je vais vous présenter un petit peu les cas sur lesquels on peut travailler. Puis comme je disais, ça peut donner des idées sur le travail pour un prof, pour une équipe de professeurs, mais je vous dirais à l'échelle institutionnelle aussi. Souvent, quand on travaille avec par la nature de mon travail, je travaille beaucoup avec les services aux étudiants, avec les services adaptés, on se complète. Mais chez nous, on est un cégep de près de 10 000 étudiants, 1 000 employés. Chacun travaille dans sa petite équipe, c'est bien normal. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des situations à défi pour le collège qui reviennent. Un étudiant qui n'arrive pas prêt en stage, puis des professeurs vont dire, là, nous autres, on ne veut pas qu'il aille en stage, on ne veut pas qu'il brûle nos milieux de stage. C'est une situation qui revient, là, ça peut arriver. Donc, est-ce qu'on peut prévenir? Donc, on s'assoit, on regarde, puis on regarde c'est quoi nos leviers pour travailler en prévention. Donc, ce que je vous dis, c'est ça, je sais que c'est un peu comment on peut travailler. Donc, si je vous partage les petits cas sur lesquels on peut travailler, ça pourrait donner ceci. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire, la première chose, j'observe, l'observation dans la classe. Et là, tout à l'heure, mon exemple que j'ai fait, c'était un étudiant qui est plus isolé en travail d'équipe, mais il peut y avoir un ensemble d'étudiants. Dans le premier cas que je propose, plusieurs étudiants dans ce groupe-là, ils ne répondent pas aux questions, ils ne notent pas ce qui est au tableau, ils font autre chose, ça brasse le cellulaire, ça fouille dans le sac.
Le professeur est obligé de les reprendre parfois, il invite au silence. Donc, et là, le contexte pédagogique, ben, ça peut être intéressant de faire l'exercice soit avec la semaine 3, une cohorte de première année dans un cours magistral où les étudiants doivent être très, très attentifs, ou la semaine 3, une cohorte de troisième année dans un contexte de préparation au stage, par exemple, un atelier de préparation au stage. Donc, évidemment, mes interventions ne seront pas les mêmes. Quels sont mes besoins comme prof? Ben là, en première année, puis en troisième année, peut-être ce n'est pas la même chose. Puis, c'est quoi les besoins particuliers de ces étudiants-là? Lorsqu'on regarde le profil de mes observations dans la classe, je dis toujours, il n'y a pas un écran lumineux qui arrive au-dessus de la classe pour dire cet étudiant ou ces quelques étudiants ont des difficultés attentionnelles ou ces étudiants ont des problèmes motivationnels ou ces étudiants sont mal organisés. On n'a pas, je fais la blague, il n'y a pas de corrigé, là, il n'y a pas de bonne réponse quand je suis dans l'action puis que j'essaie que j'enseigne puis j'essaie de détecter des besoins. Donc, je dis toujours, on se fait confiance. Puis, par exemple, dans l'observation de ce cas-là, il y en a plusieurs qui me parlent de problèmes de motivation. J'ai des étudiants peu motivés. Ça arrive chez des étudiants qui ont été TDAH. La motivation est très importante pour l'attention. Puis moi, je l'avais pris justement sur l'attention. Moi, je trouve que c'est des étudiants qui ne sont pas attentifs. Moi, mon besoin de prof, là, très clairement, peut-être parce que j'ai tendance moi-même à avoir un petit déficit d'attention. Donc, moi, des étudiants qui dérangent, ça me déconcentre énormément. Donc, moi, si c'est ça mon besoin principal, je peux le mettre. Puis, si je mets mes étudiants, c'est l'attention. Et là, parfois, il y a des profs qui me disent « Oui, mais moi, j'avais vu la motivation. » Mettez ce qui vous saute aux yeux, ce qui vous semble le plus important, le plus dérangeant ou le besoin le plus important, puis on fait des choix prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne traitera pas les autres besoins qui sont présents. Souvent, il y a plusieurs besoins qui sont là simultanément, mais j'en choisis un pour commencer. Donc, je le choisis. Puis là, on peut écrire c'est un tableau où on peut écrire, c'est un document Word. Et là, ben, dans le fond, c'est tout simplement que j'ai mis à plat, c'est ma roue de résolution de problème. J'ai gardé c'est mes 6 petites bulles qu'on a eues tantôt avec les mêmes couleurs. C'est juste que je l'ai déployé à plat pour qu'on soit capable d'écrire dedans. Et si j'ai, par exemple, mes difficultés attentionnelles, ben là, j'y vais avec, j'essaie de trouver des exemples de stratégies dans chacun de mes leviers pédagogiques pour voir, premièrement, pour me donner des choix comme professeur. Hein, on dit que pour les étudiants à besoins particuliers, il faut leur offrir des choix, mais le professeur aussi, il faut qu'il y ait des choix. Donc, souvent, le professeur, il pense qu'il n'y a pas de choix, qu'il est pris dans une situation. Là, ici, ben, l'exercice vise à donner plus de choix. Hein, appropriation des objets d'apprentissage à faire développer aux étudiants. Ben, sur le sens, expliquer quel est le sens du travail ou de la tâche à faire et pourquoi ils ont besoin de le faire pour, par exemple, aller en stage après. Bien, probablement que si moi, je travaille sur l'attention, mes étudiants sont plus conscients du sens, je risque de davantage les accrocher, ça risque d'aider à la concentration. Si je leur enseigne des stratégies d'apprentissage, hein, si je leur dis, ben voici le devoir, vous lirez ça, et que je me rends compte que j'arrive en classe, ça parle, ils n'ont pas fait le devoir. Juste parce qu'ils sont démotivés, est-ce que je le prends juste personnel, que c'est des étudiants qui trouvent mon cours pas intéressant? Oui, ils ont essayé de lire le texte, puis finalement, ils n'ont rien compris parce que je ne les ai pas outillés. Donc, peut-être que je peux faire un petit atelier ou leur offrir un petit outil sur quelles sont les stratégies de lecture efficaces, comment mon volume, par exemple, s'ils ont à lire dans un volume théorique, ben, comment il est conçu? Est-ce qu'il y a des résumés? Est-ce qu'il y a des éléments en caractère gras? Comment je les accompagne? Mes stratégies pédagogiques en classe, si je fais 2 heures de cours magistral, là, je pense qu'on le sait que ça ne marchera pas, c'est 15-20 minutes gros max. Donc, est-ce que j'ai prévu des pauses cognitives pour les interpeller, leur faire poser des petites questions? Je vais aider mes étudiants à avoir plus d'attention. Mes modalités d'évaluation, par exemple, est-ce que j'ai fait des stratégies formatives pour les amener à être centrés sur la tâche, etc. Là, je ne les passerai pas toutes, mais l'encadrement des apprentissages, ma prestation de cours, le rythme, hein, de faire des petites séquences, mais il faut les prévoir, les séquences.
Pour le professeur, gérer le temps, c'est pas évident. Donc, il faut vraiment, comment je vais procéder? Est-ce que je me mets des timers? Est-ce que je demande aux étudiants de se mettre des timers, etc. Donc, pour mes étudiants qui avaient l'air un peu désœuvrés, pas trop intéressés, pas trop attentifs, j'essaie de trouver même plusieurs exemples dans chaque boîte, dans chaque levier pédagogique. Et après, bien, je peux choisir, je peux dire, ouais, bien, finalement, tel exemple, j'ai jamais essayé ça ou je vais jamais dans cette zone-là, peut-être que je pourrais essayer. Et lorsqu'on fait cet exercice-là à plusieurs, bien évidemment, c'est aussi l'occasion d'un partage pédagogique. Ah oui, toi, tu fais ça, c'est donc bien intéressant, je vais mettre ça dans ma colonne sur les modalités d'évaluation parce que moi, généralement, modalité d'évaluation, je pose mes questions, puis je corrige, puis moi, je ne me pose pas tant de questions là-dessus. C'est plus sur d'autres aspects de mon enseignement. Et ce que vous avez par la suite, ben, il y avait une deuxième étude de cas. Ça, c'est un classique aussi. Un étudiant qui pose très, très, très souvent des questions, qui a tout le temps la main levée, qui vient au bureau, qui envoie des mios. Et le professeur est devient un petit peu exaspéré là, parce qu'il voit ça venir, le cours, puis il lève la main, puis c'est difficile à ignorer. L'étudiant, il rapporte avoir étudié de longues heures, mais il reçoit des résultats très décevants. Puis paradoxalement, il pose des questions, mais quand moi je l'interroge en classe, il ne sait jamais, non, je ne sais pas, non, je n'ai pas lu le texte, il ne veut jamais se commettre. Puis il réagit négativement au changement de routine ou à la nouveauté. Je suis arrivée avec une stratégie pédagogique un peu nouvelle, il n'aime pas ça, puis il ne sera pas prêt pour l'examen, puis il va vous se péter. Donc, et ça se passe, mettons, à la semaine 10, des étudiants de troisième session, dans une situation qui précède les examens, donc qui est plus propice à l'anxiété. Besoin particulier des étudiants, ici, l'anxiété semble vraiment dominante. Et moi, mon besoin de professeur, moi, ça génère de l'anxiété chez moi des étudiants anxieux. Honnêtement, là, trop anxieux, j'essaie de les faire taire, puis moi, j'hyperventile. Donc, mon besoin de professeur, c'est aussi que l'étudiant se sente plus sécure et que ça crée un climat un climat de travail plus calme. Alors, le besoin de l'étudiant puis mon besoin de prof, là, on se parle puis on se rejoint. Donc, on ferait le même exercice de dire, ben là, pour un étudiant anxieux dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple qui l'aiderait à se sécuriser, à ce que ce soit plus facile. Et finalement, le troisième, ben, l'étude de cas, il est vide. Donc, c'est pour toutes les observations qu'on fait en classe. Et là, j'ai mis en classe, mais ce que j'évoquais tantôt, ça peut être dans un programme, des situations dans un programme. Puis, on aurait pu aussi rajouter, une fois qu'on a fait le tour des leviers pédagogiques, si vous voulez faire l'activité avec d'autres intervenants qui sont dans votre collège, bien, on pourrait rajouter une colonne sur intervention spécialisée ou intervention avec les services aux étudiants, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on peut faire en classe et on peut en faire beaucoup. Si on fait juste pelleter en dehors de la classe, bien, des fois, c'est pendant l'activité, c'est pendant que l'apprentissage se réalise, c'est pendant que l'étudiant essaie de faire quelque chose qui a une difficulté que le prof peut intervenir au premier plan. Moi, je travaille très, très étroitement avec une conseillère en service adapté. Elle dit, si tout se faisait en classe, elle dit, on n'aurait presque rien à faire en dehors des cours. Évidemment, le professeur ne peut pas tout faire non plus, puis il y a des besoins d'étudiants qui sont tellement grands que le prof n'est pas outillé vraiment pour y répondre. Donc, on a besoin de la collaboration. Mais les besoins particuliers d'étudiants, là, je vais dire un chiffre, 80% de ces besoins-là, on peut y répondre dans le contexte de la classe si on réfléchit à quelle stratégie on peut faire. Puis encore là, pas toutes les stratégies en même temps dans tous les contextes parce que ce serait trop lourd. Donc ça, c'est un petit tableau ici de résolution de problèmes, d'études de cas qu'on peut faire pour répondre à certaines questions. Donc, je vous interromps juste un instant. Notre collègue aurait aimé avoir un exemple relatif au contexte de stage. Est-ce que ce serait le moment maintenant ou est-ce que vous préférez qu'on aille plus, non, parce plus à la fin de la présentation? Non, parce que, ben, dans le fond, on aurait été en équipe pour travailler maintenant. Donc, étant donné qu'on est en petit nombre, ben, moi, je propose que je vous ai présenté mon cadre avec lequel on peut résoudre ça. Et puis, on peut travailler effectivement en stage.
pour les stages. Donc, évidemment, la situation des stages, elle est quand même à plusieurs niveaux, à plusieurs volets, c'est-à-dire que les professeurs ont le contrôle, entre guillemets, sur une partie. Puis évidemment, il y a une partie qui n'appartient pas aux professeurs. Donc, là, il y a vraiment toute la question de la formation clinique, de former, nous, il y a, dans certains programmes où on forme les gens dans le milieu de travail. Ça, c'est une chose. Puis là, s'il y a une situation plus particulière, n'hésitez pas à me la dire. Puis là, bien, évidemment, je n'ai pas nécessairement toutes les réponses là, en fonction des programmes. Mais je vous dirais que souvent, ce qui arrive avec les stages, c'est que pour certains étudiants, là, je vais généraliser, donc là, il faut voir tous les cas particuliers, mais il y a des étudiants qui fonctionnent assez bien dans un programme, puis le problème arrive en stage. Soit que l'anxiété est plus grande et là, les besoins particuliers sont amplifiés par l'anxiété, ou, et c'est parfois le cas, c'est-à-dire la façon dont on a préparé les étudiants au stage, la façon dont les compétences ont été évaluées avant, les grilles d'évaluation. Souvent, c'est sur les savoir-être hein, que ça achoppe. C'est souvent le parent pauvre parce que c'est dur enseigner des savoir-être et c'est encore plus dur les évaluer. Donc, il y a quand même des travaux qui ont été faits dans le réseau collégial sur comment enseigner et comment évaluer les savoir-être. Et il y a des étudiants ou toutes sortes de savoirs, là. Et donc, parfois, il y a du travail à faire en amont. Moi, j'entends, là, c'est presque chaque session. Comment ça que cet étudiant-là s'est rendu en stage? Il n'est pas capable. Moi, c'est toujours la question, c'est mais comment ça que les évaluations qui ont précédé, comment ça a été monté? Quelle est la progression des apprentissages pour qu'ils arrivent, que ça n'a pas été détecté? Des étudiants auraient échoué, par exemple. Il y en a qui c'est impossible de les envoyer en stage. Là. On voit bien, c'est complètement incompatible. Mais donc, ça n'a pas été évalué à l'avance. Là, ça a l'air facile à dire, travailler en prévention, mais c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui peut être fait. Puis avec les différents volets, peut-être que tous les volets ne s'appliquent pas, mais le volet évaluation, assurément. Et le premier volet sur les compétences, les savoir-être, est-ce que ça a été bien communiqué? Est-ce que ça a été bien enseigné? Est-ce qu'on a explicitement traité de cette question-là avec les étudiants? Dans les stratégies d'apprentissage, bon, est-ce qu'il y a des choses dans les procédures, dans les façons de faire? C'est sûr que là, je parle en général, puis il y a beaucoup de programmes de la santé, par exemple, dans mon collège, mais ça s'applique dans les programmes des génies, les techniques humaines, il faut voir. Il y a quand même des choses à faire en amont. Puis là, c'est sûr qu'après, là, il y a des cas particuliers où est-ce que dès la session 1, chez nous, c'est comme ça, là, les services adaptés, lorsque des étudiants qui ont des besoins vraiment plus importants, bien, ils sont outillés, ils sont formés par des éducatrices spécialisées chez nous. Comment certains savoir-être en stage, il y en a qui vont travailler ça pendant une session. Donc, c'est là que parfois le maillage avec les services aux étudiants est important à faire dès le début. Mais là, bon, je vous dis, là, je parle un peu en général. Là, parfois, on a des cas qui sont arrivés, puis il y a des situations particulières, tout ça, ça ne prend pas. Mais au niveau pédagogique, là, si on prend juste au niveau pédagogique, il y a quelque chose à penser au niveau de l'organisation de la formation puis des évaluations, puis de l'enseignement de ce qui doit être fait, parce qu'on est là pour permettre l'accès plus possible aux étudiants au marché du travail. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire pour les outiller, mais il faut que ce soit prévu, cet outillage-là, qu'il soit bien gradué. Et bon, dans des cas rarissimes, peut-être que ça ne se peut pas non plus, puis mais il y a du travail qui doit être fait en amont. Donc là, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Essayer de faire un petit portrait. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, merci. Madame Joly, pardon. Oui, en fait, on a beaucoup de... Est-ce que je suis la seule? Les autres sont là aussi. On est 3, c'est ça? Ben, je suis là. Mademoiselle Marez est notre preneuse de notes. OK. Donc, allez-y, pas de problème, c'est enregistré, donc il y en a d'autres qui vont... OK. Ben, je ne voulais pas prendre le temps des autres indûment, là, mais sans problème. On dirait que je me sens privilégiée de vous avoir à moi toute seule. Alors, absolument.
Moi, je suis au service adapté du Collège de Bois-de-Boulogne. C'est un petit collège, donc un petit service adapté. Et on a beaucoup de demandes en ce moment de soutien pour le programme de soins infirmiers. Puis nous, on tente de soutenir cette équipe d'enseignants du mieux possible. Puis, et là, on est en train de réfléchir à une démarche. Et là, j'adore votre tableau. Ça arrive tellement à point nommé. Ça nous donne une grille d'analyse j'adore votre idée des leviers d'intervention. Ça donne une idée juste de toute la palette des outils dont disposent les enseignants. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, tout au long, j'avais en tête plus particulièrement le contexte de soins infirmiers. Puis, et de plus en plus, ben, les enseignants nous disent oui, mais là, j'ai besoin davantage de moyens concrets en stage. Alors, c'était plus, c'est ça, en stage dans un contexte d'hôpital, là. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu dans votre milieu des études de cas comme ça ou vraiment plus spécifiques aux soins infirmiers. Non, je n'ai pas travaillé spécifiquement avec soins infirmiers, mais j'ai eu écho des mêmes préoccupations là, qui sont répandues, je pense, dans les différents programmes de soins infirmiers là, du réseau collégial. Souvent, on a comme deux, en tout cas, il y a peut-être plus que deux, mais il y a deux réactions fréquentes. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et des fois, ça n'a pas de bon sens, on ne les enverra pas en stage. Donc, des oui, fois, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si ça oblige vraiment à travailler. En tout cas, c'est une suggestion, là, puis là, je réfléchis à voix haute en même temps avec vous. C'est un petit peu l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Mais de les amener dans un premier temps à identifier qu'est-ce qui ne fonctionne pas en stage, sans faire juste casser du sucre sur le dos des élèves. Ils sont comme ci, ils ne sont pas prêts, ils sont pas attentifs, etc., etc. Mais on les écoute, là, puis après, on sort quels sont les besoins des étudiants. Ils ne sont pas à l'heure, ils ne sont pas rigoureux. OK, donc de la rigueur, sur quel objet? De partir vraiment, de leur permettre de ventiler, là, puis d'identifier, vraiment d'expliciter. Et il n'y aura probablement pas 100 000 choses. Probablement qu'il y aura 4 ou 5 besoins qui sont manifestés par les étudiants plus précisément. Et ça, c'est un excellent point de départ, de faire le point, parce que des fois aussi, les gens ont l'impression que ça n'a pas de bon sens, on n'a pas de prise. Donc, les amener à dire, c'est quoi les 4-5 besoins principaux qu'on identifie chez nos étudiants? Et on peut y aller après ça, travailler en prévention. Hein? Puis peut-être que l'outil, effectivement, de résolution de problèmes pourrait être un point de départ. Hein? Chaque équipe travaille sur un des besoins identifiés, puis on trouve des stratégies pédagogiques. Puis là, il pourrait, par exemple, là, mon tableau, il n'est pas conçu comme ça, mais vous pourriez même faire une colonne sur parcours, hein, ou parcours par année, par exemple. Bien, dans ce cours-là, les stratégies en première session qu'on devrait peut-être privilégier pour ce besoin-là, c'est telle chose. Regrouper les professeurs, soit par le cours de première année, deuxième année, etc., pour une parenté, puis ils peuvent se les partager, travailler en prévention. Et ça vaudrait peut-être la peine de faire une petite recherche rapide. Je sais que chez nous, il y a plein de choses qui ont été faites justement sur l'enseignement des savoir-être. OK. Et non pas juste lister les savoir-être. Hein? Vous avez besoin de ceci, puis la politesse, puis l'hygiène, puis la présentation. Souvent, ça, c'est facile. Comment on enseigne ça? L'hygiène. Comment on enseigne ça? La courtoisie. Comment on enseigne ça? Une attitude calme. Parce qu'il faut l'enseigner. C'est pas. Et puis là, ben, il y a des contextes multiculturels, il y a des contextes. Ouais, il faut expliciter nos attentes. Et ça, c'est un exercice pédagogique vraiment difficile, mais super intéressant. Si on avait, par exemple, à dire, ben, voici les savoir-être qui sont attendus, après, on demande aux professeurs de nous les décrire. Comment l'écrire de façon observable? Ouais. Par quel comportement s'observe la courtoisie ou une attitude calme?
Avant de commencer à parler, je commence par un sourire, je fais une petite pause. Et ça démontre une attitude calme. Mais là, on est dans la micro. Et ça, les infirmières d'expérience, ils le font, ils le savent, mais c'est implicite. Ils ne pensent pas à le déployer. Donc ça peut être un... Là, je vous donne des idées comme ça d'animation, là, mais ça peut être intéressant de dire comment est-ce que vous le décririez. Et c'est un exercice fort difficile. On leur dit d'avance, c'est dur, parce que vous le faites dans votre nature. Et là, évidemment, imaginez la richesse. J'ai décrit les attitudes souhaitées. C'est beaucoup plus facile de les enseigner. Ah oui, tout à fait. Et après ça, je sais que chez nous, là, mais j'ai vu d'autres choses dans le réseau sur maintenant comment on l'évalue. Et là, bien évidemment, pour faire ça, session 1, session 2, il faut faire ça à chaque fois. Et dans certains cours ou dans certaines disciplines de soins infirmiers, parfois, je ne sais pas comment c'est organisé chez vous, là, je sais qu'il y a toutes sortes d'organisations de programmes, mais on a très centré sur le contenu. Hein, on a les pathologies, puis là, on a les ci, les cela. Puis on n'a pas le temps de parler de ça, puis on n'a pas le temps de parler des savoir-être, parce que là, il faut qu'ils sachent. Mais là, c'est plus difficile parfois d'amener d'autres types de stratégies pédagogiques, travailler. Peut-être que là, ils ont davantage développé ça que la pandémie, là, en classe inversée, ou en modules, des modules, par exemple, Moodle, sur du contenu plus théorique. Mais il n'y a pas de miracle. Si je ne fais pas d'espace à cet enseignement explicite et à l'évaluation des attitudes attendues, ben, ça va toujours être la même chose en stage. Oui, tout à fait. Donc, voilà ce que je dirais pour ça pour le moment. Merci. Donc, ben, là, pour ma part, c'est un petit peu le tour de roue, oui, je l'ai dit 2 fois, sans faire de jeu de mots, avec ma roue des résolutions de problèmes que je voulais présenter, nous mettre le zoom hein, dans les souliers des profs. Je caricature un peu, puis c'est un peu dans ma personnalité de mettre de la couleur, mais au lieu de leur donner une liste de ce qu'il faut faire et de leur dire qu'ils ne font pas ça comme il faut, puis qu'ils résistent. Moi, j'entends ça souvent, les profs, ils résistent. Mais ils ont des raisons de résister, ils ont aussi des besoins, ils ont une réalité, puis de penser à écouter, entendre, puis même quand ça a l'air farfelu ce qu'ils disent, même quand c'est pour ventiler sur des élèves, il y a des vérités qui sont là, puis on est capable d'aller chercher leurs besoins, et leurs besoins sont très, très proches de ceux des étudiants. Et si on veut, quand je dis c'est nos plus précieux alliés, moi, j'ai enseigné, bon, j'ai roulé ma bosse un petit peu, là, ça commence à faire un moment, mais quand j'ai commencé à enseigner, ça fait plus de 25 ans, ben, on était un peu les méchants professeurs qui ne voulions pas accommoder les étudiants. C'est pas le fun de se faire dire ça, même si des fois, ça devait être vrai. Ça devait être vrai. Mais on se fait dire ça, on ferme la porte. On n'a pas envie. Alors, si on dit, hey, qu'est-ce que vous trouvez dur? Puis, comment vous vivez ça? Puis, on peut-tu vous aider? Ça change complètement. Et quand on demande, bon, peux-tu vous aider? Bien là, moi, je vous propose un portrait de ce que vous faites. Au départ, quand je vous ai présenté mon petit tableau qui schématise un petit peu les approches de relations d'aide avec des intervenants spécialisés, puis les approches pédagogiques avec des approches plus pédagogiques des professeurs, la première fois qu'on l'avait présenté, on avait dit qu'on avait des experts en relations d'aide et qu'on avait de l'autre côté des experts en pédagogie. Les professeurs relevaient la main, on n'est pas des experts en pédagogie, moi je suis un expert en physique, je suis un expert en soins infirmiers. Donc, ça les a déstabilisés, ils étaient insécures de dire, ben non, moi, je ne connais pas ça. Et je comprenais ce qu'ils voulaient dire, et ce n'est pas tout le monde qui a une formation en pédagogie. Donc, ce qu'ils voulaient dire, on a traduit ça comme ça, vous êtes des praticiens de la pédagogie. Vous pratiquez tout ça, ces 6 volets-là, vous les pratiquez parfois intuitivement, mais ils n'en sont pas toujours conscients, ils ne les ont pas nommés. Donc, ce que je fais avec eux, c'est tout simplement les nommer. Puis ils disent, ah bon, mon Dieu, je pensais qu'enseigner, c'était 2 bulles sur 6 ou 3 bulles sur 6. Mais c'est vrai que j'en fais plus que ça. Et donc, je te soutiens comme prof, j'écoute tes besoins, en même temps, je te nomme ton corps et de sang pour que tu l'exploites davantage. Donc, il y a beaucoup de gains pour les étudiants. Là. Nos étudiants à besoins particuliers,
un prof qui se sent soutenu puis qui dit « Hey, là, moi, je vais travailler. » Puis là, tu sais, tous les profs que je consulte, qui me consultent puis à qui je parle les dernières semaines, je dis qu'il s'en vient à l'automne, gestion de l'anxiété, gestion d'un changement de régime. Nos jeunes qui ont passé des cours à distance aux cours en présence, c'est adaptabilité dans un contexte incertain. Donc, il y a peut-être un besoin qui va émerger en haut de tous les autres, puis on sait comment aux études supérieures, l'anxiété, c'est le mal du siècle. Je dis, vous pourriez juste, dans un premier temps, essayer de traiter ça. Sécuriser, nommer, annoncer, planifier, expliciter. J'ai dit, vous allez faire baisser là, beaucoup, oui, l'anxiété, mais les problèmes de gestion de classe, le prof se sent mieux, les élèves se sentent mieux. C'est de choisir une chose qui est plus prédominante, puis de session en session. C'est aussi d'y aller progressivement. Hein. Une session, j'essaye ça pour mes étudiants, puis la session d'après, ben, j'essaye quelque chose d'autre, puis je peux enrichir. Donc voilà, c'était ma petite pierre à la contribution à la réflexion sur la pédagogie inclusive et ce que j'ai expérimenté dans ma pratique, si ça peut donner des idées, puis permettre de rebondir sur d'autres choses. Puis, c'est bien, tant mieux, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui en vous remerciant. Merci immensément. Et moi, je garderai cet outil supplémentaire de nommer. Et ça, à quel point on le sait, l'explicite et rendre explicite le pourquoi on veut faire des choses, mais nommer effectivement les différentes tâches méconnues, implicites, non reconnues de l'expert dans sa discipline. Mais à partir du moment où on réfléchit en tant qu'enseignant à tout ce qu'on fait, et effectivement, de manière, j'allais dire non réfléchie, mais ce n'est pas vrai, c'est de manière implicite, on sait que ça va avoir un impact, mais d'être capable de dire que ça va avoir un impact et de réfléchir à tout ça, ça donne toute une dimension extraordinaire. Merci. Je rajouterais peut-être juste une dernière chose. Je me suis souvent fait poser la question, quelle est la différence entre bien enseigner, entre guillemets, et enseigner de façon inclusive? Parce que on peut dire, je fais juste bien enseigner, puis bingo, tous les étudiants, bon, dans l'absolu, oui. Mais je dirais que moi, la différence, c'est d'identifier des besoins particuliers et de cibler des besoins et de cibler des stratégies autour d'un besoin particulier au lieu de dire, je réponds à tous les besoins de tout le monde, tout le temps. Donc, pour moi, la différence, c'est vraiment de faire une place à ça. Et à ce moment-là, si j'ai un besoin plus prédominant, bien là, tous mes outils me sont utiles pour y répondre. Donc, c'était juste un petit complément parce que c'est une question parfois que je me fais. Tout à fait. Mais mettre des mots sur nos actions, à partir du moment où on met des mots, on est capable d'y réfléchir et d'aller plus loin. Donc, merci pour ces outils, merci pour cette réflexion, ce partage particulièrement généreux. Merci beaucoup, Anne-Marie.